On a l'air de penser depuis un certain temps et immédiatement, dès l'instant où quelque chose va mal, on souhaite qu'il y ait plus de démocratie et à chaque fois qu'il y a plus de démocratie, on s'en félicite. Regardez quelques exemples. Nicolas Sarkozy a salué ce matin le courage et la dignité des Tunisiens. Il s'est dit heureux au nom de la France de voir la liberté et la démocratie s'établir dans ce pays ami. Avec cette révolution, nous avons gagné la démocratie et des libertés. Pour la majorité des Marocains, c'est un jour historique. Un référendum proposé par le roi Mohamed VI, vécu ici comme une transition vers la démocratie. Déposer un bulletin dans l'urne, c'est exactement ce pourquoi les Libyens se sont battus pendant 8 mois. Abdelrahim Al-Kib a été élu lundi soir Premier ministre par les membres du Conseil national de transition libyen. Et pour le président du CNT, c'est un premier pas vers la démocratie. Il faut tirer les leçons de ces crises et parfois de ces impuissances ou de ces difficultés pour aller vers plus d'unité et plus de démocratie au sommet. L'élection de Macky Sall à la présidence du Sénégal est saluée un peu partout dans le monde comme une leçon de démocratie. Et puis à Moscou, une marche à travers la ville a rassemblé des dizaines de milliers de personnes opposées à Vladimir Poutine pour demander plus de démocratie. Les États-Unis ont toujours soutenu le mouvement pro-démocratie en Birmanie. Et nous sommes persuadés que ce soutien va continuer d'exister dans les années à venir. L'Inde est une grande démocratie, la plus grande démocratie au monde. En Chine, où ces derniers jours, des appels au rassemblement ont été lancés pour demander plus de démocratie, les 3000 délégués de l'Assemblée nationale populaire, réunis pour 10 jours à Pékin, ont décidé de mettre le bonheur des Chinois à l'ordre du jour. C'est désormais l'une des priorités, après avoir privilégié le développement économique. Cet enthousiasme des électeurs a été tel que la presse pakistanaise parle de triomphe de la démocratie. Alain Badiou, dans Pornographie du temps présent, c'est ce que vous appelez le sentimentalisme démocratique. C'est ce qu'il faut arracher de nos âmes, dites-vous, la sentimentalité plutôt démocratique. Vous dites qu'il n'y a pas de critique radicale aujourd'hui autre que la critique de la démocratie. Critiquer le capitalisme, ça ne suffit pas. Mais il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'à voir. Où qu'on soit dans le monde, le fétiche politique primordial, c'est la démocratie. Et quoi qu'il se passe, finalement, l'idée, c'est plus de démocratie, encore de la démocratie, etc. Donc c'est manifestement un mot bouche-trou, c'est l'évidence. D'ailleurs, finalement, qui aujourd'hui, au niveau des gens ordinaires, plaiderait vigoureusement pour le capitalisme ? Au fond, personne. Finalement, personne ne pense que c'est tellement formidable, cette oligarchie financière et économique. Tout le monde voit bien que ça crée des crises artificielles et d'une violence inouïe, que ça brutalise des millions de gens pour des raisons totalement obscures, liées aux intérêts et aux manigances quand même d'une petite poignée de gens. Donc personne n'est vraiment pour le capitalisme, mais par contre tout le monde est pour la démocratie. Or je constate que les pays développés, les pays capitalistes développés, sont les exemples même de la démocratie réalisée. Il y a donc un lien, il y a une connexion fondamentale, observable, empiriquement démontrée, entre le développement du capitalisme et l'existence des États démocratiques. Alors, si on prend démocratie au sens formel du terme, qui est le sens où je le prends ici, à savoir un État constitué de façon constitutionnelle, avec des élections, des partis, une certaine liberté d'opinion, etc. Tout cela, c'est la raison pour laquelle, en réalité, il y a une sorte de consensus, de ralliement d'opinion, particulièrement dans la classe moyenne, il faut le dire, qui est un peu le support du confort politique et du confort d'opinion que donne ce type de régime. Simplement, à l'abri de ce type de régime, ce qui prospère, ce qui est son réel, c'est en réalité l'oligarchie capitaliste. Et nous le voyons quand il y a des crises graves, quand il y a des phénomènes importants, quand il y a des guerres aussi. Déjà, Marx, très tôt, a dit, en réalité, les gouvernements des sociétés démocratiques sont les fondés de pouvoir du capital. Mais elles ne l'ont jamais été autant qu'aujourd'hui. Ça, je regrette de constater que même notre cher président Hollande, après avoir dit que la finance était son ennemi principal, s'est empressé de céder à peu près toutes les demandes, sans même parvenir à faire des réformes de séparation des régimes bancaires qui ont été faites ailleurs dans d'autres pays. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est ceci. Il faut démystifier la démocratie. Il faut la ramener à son réel véritable, qui est que c'est un régime qui a sans doute bon nombre d'avantages, mais qui a l'inconvénient fondamental de protéger des intérêts qui sont des intérêts inégalitaires de façon essentielle. C'est pour ça que je pense que toute logique politique de type égalitaire doit certainement proposer des formes démocratiques, ne serait-ce que les formes du rassemblement, de la décision collective, ça va de soi. Mais elle doit en finir avec le fétiche démocratique
tel qu'il joue son rôle de paralysie générale, en vérité, au niveau des opinions publiques un peu partout dans le monde. Oui. Et véritablement, ce n'est pas une position extrémiste, c'est une position de constat des choses, hein, j'insiste sur ce point. Après tout, nous savons tous que les régimes politiques et économiques ont des idéologies dominantes. L'idéologie politique dominante aujourd'hui, c'est la démocratie, et on ne peut pas prétendre critiquer les racines des inégalités contemporaines et des crises monstrueuses qui traversent nos pays sans constater ou interroger ce fétiche. Voilà. Oui, oui. L'auteur de l'obscénité démocratique, Régis Debray. Je rejoins Badiou sur ce point. Démocratie est un mot bon à tout et propre à rien, et notamment à ne pas comprendre la complexité du monde. C'est vraiment le fétiche, comme la jeunesse. Hein. Pour moi, il y a deux fétiches. D'ailleurs, c'est d'ailleurs les mêmes qui vous parlent de la jeunesse. Vous parlez tout de suite de la démocratie. Non, la démocratie, c'est un progrès de civilisation si on l'entend par les régimes où on ne s'entretue pas pour la lutte pour le pouvoir. Et je dirais, deuxièmement, les régimes où on respecte les minorités. Car ce n'est pas seulement, évidemment, la loi de la majorité, c'est le respect des minorités. Cela dit, la démocratie utilisée en absolu avec un D majuscule, c'est un attrape-nigo. Il faut, à chaque mot démocratie, il faut dire de quelle démocratie parle-t-on, hein? Il y a des démocraties plutocratiques, c'est-à-dire gouvernées par l'argent. Il y a des démocraties ethniques où il y a des citoyens de seconde zone. Il y a eu des démocraties esclavagistes. Il y a beaucoup de démocraties impérialistes. Il y a des démocraties religieuses gouvernées par la loi divine. Il y a des démocraties libérales, il y a des démocraties républicaines. Donc je demande vraiment, pour moi ça empêche de penser ce mot. C'est un mot qui empêche de penser, dont on se gargarise et qui, me semble-t-il, interdit toute réflexion politique. C'est une nuisance pour l'intelligence des choses. Mais ça fait plaisir, on est tous pour. Et je vous ai dit, on est tous pour ce qui est bien. Alors, c'est vrai qu'on préfère les démocraties aux dictatures. Mais encore, quel est le régime social derrière ? Quelle est la domination qu'exerce telle ou telle démocratie sur le monde extérieur? Je pense aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas des démocraties racistes, après tout? L'Afrique du Sud était une démocratie pour les Blancs. Bon. Je pourrais citer d'autres pays où il y a une démocratie pour une ethnie, pas pour l'autre. Donc, effectivement, je ne sors pas mon revolver quand j'entends ce mot, ce serait très mal famé. Mais je sors un sourire sceptique et pas très indulgent. Pour moi, c'est un fétiche mystificateur. Mais je comprends que dans les dictatures, ce mot sert tout de même de ralliement à ceux qui veulent respirer. Jean-Raphaël Lorenzi, qui défend le capitalisme, va quand même défendre la démocratie. D'abord, j'ai une petite interrogation, si Alain Badiou m'autorise. Je trouve que le lien démocratie-capitalisme n'est pas l'essentiel, c'est démocratie, économie de marché. Parce qu'au fond, il y a une seule économie de marché, il y a beaucoup de formes de capitalisme, y compris des formes de capitalisme qui ne sont pas démocratiques, c'est-à-dire en Chine, par exemple. Donc je trouve que il y a des très belles pages de Marx, mais on est au XIXe siècle et les formes de capitalisme sont extrêmement différentes. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui si on n'est pas convaincu que, au fond, la vraie économie de marché est plutôt quand même porteuse d'une certaine liberté d'expression, on va l'appeler comme ça, liberté d'expression, et que le capitalisme ne l'est pas obligatoirement. L'exemple qu'on vient d'évoquer, chinois, est là pour nous le prouver. La seconde remarque, je me souviens de la chute du mur de Berlin, même s'il y a un peu de sentimentalité dans cette opération, je dois dire que ce jour-là, j'aurais été hongrois, tchèque, tchécoslovaque à l'époque, ou polonais, je me serais dit que c'était quand même pas si mal que ça, qu'on faisait un progrès. Donc, je suis pas. Ça s'appelle la liberté, c'est pas forcément la démocratie. Oui, mais je trouvais que la définition que donnait Régis était juste, c'est la démocratie, c'est l'endroit où on se tue pas pour avoir le pouvoir. Voilà. Il peut y avoir des formes. Enfin, sur il y a des exceptions, pardon, mais je ne veux pas entrer dans le débat, mais enfin, on a tué Kennedy, on a tué des tas de gens. Je sens que je vais lui faire très plaisir. Nous avons en France, au fond, quand on écoute le discours politique le plus quotidien, en réalité, le mot qu'on emploie en France n'est pas démocratie. À juste titre, c'est celui de république.
Et République, très différent. Non, mais donc je suis d'accord. Au fond, alors République, on ne peut le joindre ni avec capitalisme, ni avec marché, ni avec quoi que ce soit. C'est l'idée qu'il y a une chose publique qui prévaut sur la chose individuelle, qu'on structure la nature même du débat politique dans un pays. Donc moi je suis frappé quand nos politiques, quand Valls dit je vais mettre des flics à tel endroit, il le dit parce que nous voulons respecter les règles républicaines. Donc nous avons dans notre pays, à tort ou à raison, moi je pense à raison, l'utilisation d'un terme qui me convient bien, qui va beaucoup plus loin, mais ça là-dessus je sais que nous retrouverons. Moi, il ne me convient pas du tout. Je suis frappé de voir qu'il est toujours utilisé pratiquement pour légitimer des logiques répressives ou discriminatoires. Quand on parle du pacte républicain, c'est pour désigner ceux qui ne le respectent pas. Hein. Alors c'est les femmes qui sont habillées de telle ou telle façon, c'est les petits jeunes des banlieues, etc. Quand on parle de l'ordre républicain, c'est toujours qu'on est en train d'envoyer les CRS. Moi, je vois une association fondamentale entre république et répression et discrimination. Je pense que république est une tradition française qui désigne la dimension musclée de la démocratie. Voilà. Non, absolument pas. C'est comme ça que je la vois. Absolument pas, je suis. Oui, les partisans du muscle. Il y a un constat très simple. Démocratie, quels sont les deux édifices dans le village qui comptent? Le drugstore et l'église. République, quels sont les deux édifices qui comptent? L'école et la mairie. C'est tout de même une structuration du vivre ensemble qui est fondamentalement différente. Et ça, c'est un constat. Je décris simplement deux traditions historiques. On va demander on ne va son pas avis. faire le camp des anti-républicains contre les républicains, même si je pense que je partagerai votre analyse. Je regarde la formule que la République, ça serait la démocratie musclée, mais bon, on ne va pas rejouer l'éternelle querelle sur le républicanisme en France. Non, effectivement, moi, j'entends ce que vous dites sur le fait que le mot démocratie serait devenu une sorte de fétiche. On en est à penser que pour les pays qui réalisent soit des transitions démocratiques, soit qui sont en train de voter, que finalement le modèle un peu désespérant, ce serait de se dire qu'ils pourraient accéder au fond à une démocratie d'aussi mauvaise qualité que la nôtre. Bon, que finalement l'horizon d'espérance, ce serait celui-là, une démocratie qui accepterait la corruption, qui accepterait le désenchantement général, le maintien des inégalités. La tyrannie de l'opinion, dirait Régis Debray. Non, la démocratie, c'est la République où on a éteint les lumières. Alors voilà, donc, qui aurait sombré dans la mélancolie générale. Maintenant, moi, ce qui me poserait question, c'est plutôt de se dire, mais alors, si ce n'est pas ce fétiche, qu'avons-nous à la place? Et lisant le livre dont nous allons peut-être parler tout à l'heure, votre livre sur le théâtre, je me demandais si au fond ce que vous dites du théâtre, on ne pourrait pas le dire de la démocratie. Vous dites que le théâtre, né en même temps que la démocratie, est capable d'intégrer au fond toutes ces critiques, hein, y compris les plus sévères, de se nourrir de son altérité. Je me dis que le concept, l'expérience démocratique contemporaine est capable d'être elle-même remise en selle, régénérée, repenser ce dont nous avons aujourd'hui besoin. Ce sont de logiques institutionnelles nouvelles, d'une pensée d'une démocratie qui soit à la hauteur de ce présent dont nous avons parlé, qui n'est peut-être pas encore pensable, et puis de pratiques démocratiques nouvelles. Mais il me semble qu'effectivement, on peut critiquer de façon peut-être un petit peu provocatrice aussi le fétiche démocratique, et pour autant, qu'avons-nous d'autres à la place, hein? Voilà, il me semble que nous avons besoin de meilleure démocratie, de plus de démocratie, mais je poserai peut-être la question à la fin de votre livre. Vous ne répondez pas à cette question. Vous parlez de la nudité poétique du présent, mais de façon en mettant un peu les mains dans le cambouis du réel. Ça correspondrait à quel type de pratique alors? Oui, la question que vous posez, enfin que vous laissez entendre, Alain Bayou, ça c'est dans Pornographie du temps présent, c'est qu'au fond, il ne faut rien attendre de la démocratie. Jamais la démocratie, ce fétiche dont vous parlez, ne changera quoi que ce soit. Mais notre expérience la plus immédiate et la plus contemporaine, c'est en effet son incapacité à changer quoi que ce soit, tout de même. Hein. Parce que, en fin de compte, la seule chose qui est arrivée à proposer Hollande, pour revenir à ce personnage par ailleurs insignifiant, c'est tout de même du sarkozysme soft. Voilà. Exactement comme mes amis anglais disaient que Blair, c'était Margaret Thatcher à visage humain. Alors, on pourrait reprendre ça.
Donc on voit bien cette espèce de désespoir de la déception, malgré tout, cette déception quasiment structurelle, qui est que quand la gauche arrive au pouvoir, elle a pour premier souci d'expliquer que les promesses qu'elle a faites sont impossibles à tenir. On m'a demandé un jour, oui, alors vous avez écrit de quoi Sarkozy est-il le nom, alors est-ce que vous écririez de quoi Hollande est-il le nom? Vraiment, c'était une question bête. Et alors j'ai répondu que non, mais j'ai répondu que si on pouvait lui donner un nom, on lui donnerait le nom, mais c'est impossible. Voilà. Mais c'est impossible. Mon ennemi, c'est la finance, mais c'est impossible. Alors voilà, c'est ça que j'appelle démocratie. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle est sans issue et sans avenir. C'est qu'en réalité, c'est un opérateur de gestion de l'état des choses tel qu'il est. C'est la démocratie marchande dont vous parlez. C'est la démocratie marchande, c'est la démocratie... Ça ne remet pas en cause le Conseil en tant que alors, tel. Moi, ce que je pense simplement, pour non pas répondre, je reconnais à votre question, mais en tout cas l'entendre, ce que je pense, c'est que il faut définir le cadre de la politique tout entière comme n'étant pas enfermé dans le cadre démocratique tel qu'il est défini. Et il y a des activités que je qualifierais éventuellement de démocratiques, ça ne me gênerait pas, qui sont extérieures à ce cadre. Je reprécise que j'appelle démocratie le cadre général dans lequel se présente tout ce qui est politique officielle, si je puis dire, dans des pays comme les nôtres. C'est-à-dire les partis, les élections, les délégués, les représentations, les syndicats eux-mêmes, et puis aussi, en définitive, une bonne partie de la réalité économique. Tout cela, je l'appelle la démocratie au sens contemporain du terme. Ce que je pense qu'il faut ouvrir, et qui a été tenté, ouvert dans les années 70, et qui l'est encore ici ou là dans des expériences particulières concernant la question des sans-papiers, la question des ouvriers venus de l'étranger, la question du logement, etc. Ce qu'il faut réouvrir, c'est une question de la vision de la politique qui ne soit pas enfermée dans ce cadre. En ce sens, je ne peux pas l'appeler démocratique sans qu'il y ait immédiatement une ambiguïté. Parce qu'au fond, démocratie aujourd'hui, ça veut dire une forme d'État. Et je pense que pendant toute une période d'expérimentation historique, la politique doit être définie à distance de l'État. Elle ne doit pas avoir comme enjeu le pouvoir, elle ne doit pas avoir comme mesure combien on a d'électeurs aux élections, elle ne doit pas avoir comme norme d'action la réussite sociale et la prise de pouvoir dans les institutions. Elle doit se développer pour elle-même et sous un contrôle collectif qui est d'un autre ordre que celui de la démocratie institutionnelle. Voilà ce que je voulais dire. Ce sont quand même les démocraties réelles et imparfaites qui rendent ce type de mobilisation possible. Pour le coup, dans des véritables dictatures, ce type d'engagement qui relèverait peut-être de la société civile n'est pas possible. C'est pas tout à fait exact. En vérité, on doit au contraire remarquer que les mobilisations de grande ampleur inventant des formes nouvelles, y compris d'exercice du pouvoir, se sont souvent développées dans des régimes tyranniques. Ça a été le cas de la Russie tsariste, ça a été le cas de la Chine semi-coloniale, ça a été le cas même de mai 68 dans la figure très autoritaire qu'avait pris la démocratie sous De Gaulle. Donc ça, je ne pense que ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. La démocratie réelle est tout aussi à l'aise dans les régimes tyranniques que dans les régimes démocratiques officiels. Je dirais même que la démocratie officielle est souvent une anesthésie de la démocratie réelle. Régis Debray. Oui, je voudrais tout de même rappeler une évidence. C'est qu'une société sans État, c'est une jungle. Quand l'État disparaît, apparaissent les mafias et les clergés. Ce sont les deux réalités qui tirent avantage de la disparition de l'État. On le voit suffisamment partout. Donc, une société sans État, ça me fait peur. Simplement, il faut évidemment que l'État soit démocratique. Et je dirais plutôt républicain. Parce que ce qu'il y a de bien dans la République, c'est qu'il y a des idéaux régulateurs qui permettent, si j'ose dire, de se rebeller contre les perversions de l'idéal. Il est vrai qu'il y a une République colonialiste. Il est vrai qu'il y a une République machiste et avec un suffrage universel amputé de moitié. Il est vrai qu'il y a une République qui a exploité les ouvriers. Mais il y a dans l'idéal républicain de quoi, je dirais, retourner l'idéal contre la réalité et descendre dans la rue pour faire respecter l'idéal républicain. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir une vision trop statique des choses. Il y a une dynamique qui est celle simplement de, je dirais, non pas
d'une idée dans le ciel, mais d'idées inscrites dans la Constitution. Ce qu'il y a de dangereux aujourd'hui, c'est que nous avons, sous le régime libéral, effectivement activé ou réactivé par l'équipe actuelle, nous avons le remplacement de la loi par la norme étant définie par l'Europe, Bruxelles, la loi n'ayant plus aucun sens, et le remplacement, je dirais, du service public et du bien public par le marché. Ça, ce sont, je dirais, deux violations de la règle républicaine. Moi, en tant que républicain, je suis prêt à m'insurger contre cela, c'est-à-dire contre le retour accru des inégalités et de la dépossession de souveraineté par le biais de la suprématie de la norme et la suprématie du marché qui a détruit, comme on voit, ou qui est en train de détruire la plupart des services publics. Dernier mot sur ce sujet, Hervé Lorenzi. C'est vrai qu'avec infiniment plus de talent, mais ça ressemble un tout petit peu, un siècle et demi après, au désenchantement démocratique de Tocqueville. Il y a quand même un tout petit peu de ça. C'est des sociétés moyennées, lycées, etc. fonctionnent sur des formes de démocratie qui sont en réalité très organisées, très peu démocratiques. Je voudrais juste vous poser une question. En réalité, vous avez abordé le sujet. Qu'est-ce qui permet à un moment de s'abstraire de la règle démocratique traditionnelle? Quel est le meilleur système? Est-ce que c'est celui qui fait le moins souffrir? Vous avez évoqué d'un côté la Chine et la Russie tsariste. Honnêtement, j'aurais pas souhaité vivre sous la Russie tsariste. J'aurais d'ailleurs, jusqu'à la NEP, ça allait encore, mais après j'aurais préféré pas y aller. Pas y être, ou être en 68 avec un De Gaulle un peu ferme. Mais on est quand même dans un univers qui est quand même très civilisé. Qu'est-ce qui permet, où est-ce que cette sortie de la démocratie, le passage à la démocratie réelle, pour l'appeler comme ça, pour bien cette vraie forme démocratique, quel est le meilleur moyen de la faire apparaître? Moi, je pense que ce qu'il a fait apparaître est toujours lié à des contingences historiques, malheureusement. Il n'y a pas de loi de cette apparition. C'est pour ça que je remarquais que ça a pu apparaître dans des conditions historiques autoritaires, ça a pu apparaître dans des circonstances historiques démocratiques modérées. Il n'y a pas de loi générale. Ce que je pense, c'est que toujours, quand il y a la conjonction, je l'ai dit dès le début, ça, c'est la conjonction entre des figures de révolte spontanée, des dispositions émeutières, des mouvements historiques de la société, d'un côté, et de l'autre, en effet, un certain nombre d'idées. Voilà. Un certain nombre de projections vers l'avenir, un certain nombre de représentations politiques concernant ce qu'on veut et ce qu'on désire de la société. Quand il y a cette conjonction, je veux terminer malheureusement sur ce point en disant que c'est la raison pour laquelle les révolutions sont rares. Les révolutions sont extrêmement rares, à vrai dire. Donc on ne peut pas se demander s'il va y avoir la révolution, etc. C'est un peu un jeu futile. Le processus révolutionnaire, il faut le préparer, il faut l'attendre, il faut l'espérer, il faut l'organiser, mais il est d'une rareté intrinsèque parce qu'il est la conjonction de deux éléments qui, en général, restent séparés. Au-delà de la rareté, tu peux mentionner une révolution qui te semble exemplaire? La Révolution française, la Révolution d'octobre 17, la Révolution chinoise, mais même la Révolution cubaine, par exemple. On s'arrêtera.